Parti, mon enregistrement démarre. Donc, ouais, bonjour à tous. C'est bientôt la fin des cours, enfin pas tout à fait quand même. On a pas mal travaillé, je trouve, sur les notions de limite de fonction, sur les dérivés, sur les développements limités, bon, surtout dans les exercices. On en reparlera encore un petit peu des développements limités là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est rajouter quelques points, disons, à ce qu'on a vu ces dernières semaines. Sur des questions de continuité, de dérivabilité. Et puis, je voudrais surtout vous parler d'équivalent, parce que je crois que c'est une demande générale de votre part, de préciser un petit peu ces notions que j'ai jamais définies et qui sont pas définies dans le manuel de Baudin non plus, je crois pas. Voilà. On fera peut-être pas une session hyper longue non plus, je sais pas. Donc voilà, j'ai prévu, on verra. J'ai prévu 4 pages là de complément de cours. Complément entre guillemets, hein, c'est des choses normales, hein, normales à voir, que je mets dans mon cours d'amphi normalement. Et après, éventuellement, on peut parler des développements limités, on peut parler d'autres choses. J'ai prévu d'autres documents à regarder si, voilà, si on est, enfin, si je suis encore d'attaque et si vous en êtes d'accord, hein, vous pouvez me mettre des messages si vous avez envie, hein. Euh, Sur le Discord, par contre, normalement, vous pouvez pas parler, hein. Zut. Par contre, là, je sais pas comment. Il faut que si je veux lire vos messages, bon, je sens que je vais pas y arriver. Bon, on va commencer, hein, et puis on verra bien comment ça se présente. Donc, je suis où là? Point fixe. Donc, j'aurai des petits compléments de cours. On demande ces choses-là. Prenez une fonction continue d'un intervalle fermé borné dans lui-même. Vous me suivez là? Ce qui est pénible, c'est les petits bruits de connexion là, mais je sais pas comment les supprimer. On voit, vous voyez? Bon, bah super. Vous voyez, vous entendez? Donc, une fonction d'un intervalle fermé borné dans lui-même continue. Alors, elle a un point fixe. Il existe un x étoile stable par f dans AB. Donc ça, c'est important, hein, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle le théorème de Brouwer, qui est vrai dans un espace en dimension n, voire même en dimension infinie, hein. Euh, une fonction continue sur un convexe fermé borné admet un point fixe. Alors, l'intuition, bon, on va regarder la démonstration, hein, mais là, je mets en remarque, j'aurais dû faire un dessin, ça aurait été encore mieux. Mais l'intuition est assez claire. Vous imaginez, où est le graphe? Le graphe de f envoie AB dans AB. Donc le graphe de f, il est distribué symétriquement par rapport à la bisectrice en quelque sorte. Enfin, c'est-à-dire il est dans un carré qui est distribué symétriquement autour de la bisectrice y égale x. Donc il faut partir du côté gauche du carré x égale a pour aller jusqu'au côté droit du carré en x égale b et avec une courbe continue, quoi. Et on va forcément rencontrer la bisectrice. C'est ça l'intuition, quoi. Ok? Bon, on comprend bien ce résultat, donc, intuitivement. Maintenant, démonstration. Démonstration est très simple hein, et instructive, je pense, au moyen d'une fonction auxiliaire, celle-là. Vous regardez f de x moins x, f moins l'identité. Et en fait, on applique le théorème des valeurs intermédiaires, tout simplement, hein. Au point A, f de a, par rapport à petit a, bah, il est plus grand, puisque f de a est dans AB. D'accord? Donc g de a égale f de a moins 1, positif ou nul. Au point B, c'est le contraire. F de B plus petit que B, donc f de B moins B, négatif ou nul. Donc vous avez ici une fonction g, la fonction f moins l'identité, qui est continue comme f, et par conséquent, puisqu'elle prend des valeurs positives ou nulles et négatives ou nulles sur un intervalle, c'est important d'être sur un intervalle, elle prend le théorème des valeurs intermédiaires, elle doit s'annuler entre les deux. D'accord? Bon, pas de difficulté. Alors cette astuce de passer par f de x moins x, c'est assez classique, hein. Donc on passe des problèmes de points fixes aux problèmes de zéro de fonction par ce genre de transformation. Les problèmes de recherche de points fixes ou les problèmes de recherche de résolution d'équations, en fait, f de x égale 0, enfin g de x égale 0, bah, sont liés et on peut passer de l'un à l'autre par cette transformation. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, dérivabilité de la composée. Alors j'avais longuement
disserter sur la démonstration, enfin comment faire une démonstration correcte, mais restez à l'écrire, donc je l'ai pas, voilà, c'est fait. Quand vous avez deux fonctions dérivables que vous pouvez composer entre elles, eh bien, la composée est dérivable, et la dérivée de la composée au point A, c'est la dérivée de G, donc G rond F, dérivée de G au point F de A, fois la dérivée de F au point A. Donc en quelque sorte, la dérivée de la composée, c'est le produit des dérivées, sauf bien sûr qu'il faut faire attention à pas se tromper de point, hein, G' en F de A fois F' de A. Donc ça c'est donc G' rho F fois F', c'est les dérivées de G rond F si on veut. Donc ça c'est très important évidemment, on l'utilise tout le temps hein, quand vous devez faire des calculs des dérivées. Et pareil quand vous serez en dimension n, des dérivées partielles, bon, c'est la même chose. Hein. Toujours, tout le temps vous allez utiliser ce genre de formule sans y réfléchir à vrai dire, hein, en général. Alors comment on peut montrer ça simplement? Regardons, bon allons-y, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai écrit la dérivabilité de G. Où est le DM? Sur le drive? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas compris. Enfin bon. Il n'y a pas de DM ici. Sur l'épi? Bon, bref. J'arrête de lire les messages parce que je sais pas si ça a un rapport. Quelconque avec ce dont je suis en train de parler, j'ai pas l'impression. Donc G est dérivé de. Pardon. G est dérivable point f de A. Ça veut dire l'accroissement de G, c'est l'accroissement de la variable autour de f de A que multiplie. Enfin, disons que ça sur ça doit tendre vers G' de f de A. Donc, autrement dit, quand je multiplie par y moins f de A, enfin, excusez-moi. Je pars du fait que la limite du taux d'accroissement, c'est G' de f de A. Donc, le taux d'accroissement tend vers bon, G' de f de A. Donc, le taux d'accroissement s'écrit G' de f de A plus une fonction qui tend vers 0. Après, je multiplie tout par l'accroissement de la variable y moins f de A. Et j'obtiens cette formule. Si vous voulez, on peut aussi voir ça comme étant le développement limité à l'ordre 1 de la fonction g au point f de A. La fonction g au point f de A, g de y, terme d'ordre 0 du développement limité, terme d'ordre 1, le terme d'ordre 1 c'est g' de f de A fois y moins f de A. Donc c'est pas un développement limité en 0, hein, c'est un développement limité en un point, au point f de A. Et qu'est-ce que c'est que le epsilon y moins f de A? C'est le reste de Taylor-Young. Bon, j'ai été peut-être un peu vite à écrire cette ligne en premier, j'aurais peut-être dû mettre une ligne intermédiaire. Mais ça, c'est vraiment exactement la dérivabilité de G au point f de A. Epsilon est une fonction qui tend vers 0, au point f de A. Donc ça, c'est bon. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez y par f de x, parce que ce qui vous intéresse, c'est G rond f. Donc je remplace y par f de x, et je divise tout par x moins a. Et j'obtiens ça. Toc, égale ça. Comparé avec cette ligne-là, c'est la même chose. Hein, enfin, disons que je remplace y par f de x, et je divise par x moins a. Alors, je divise par x moins a quand x est différent de a. Ok. Donc j'obtiens ça. Y est devenu f de x. F de x moins f de a sur x moins a, bah, ça va tendre vers la dérivée de f en a. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, epsilon de f de x va tendre vers 0 parce que f de x, quand x tend vers a, tend vers f de a. Pourquoi? Parce que f est continu. D'accord, c'est ce que j'ai marqué là. Comme f continue, f de x tend vers f de a au point a. Donc ça tend vers f de a. Et epsilon au point f de a tend vers 0. L'hypothèse qu'on a là. Donc tout ça tend vers g' f de a. Donc il n'y a pas de problème. La limite de cette quantité, qui est le taux d'accroissement de f, de j' f pardon, au point A, eh bien c'est g' f de a fois f' de a, ce que j'ai écrit là. Donc voilà, bon ça c'est une démonstration un peu théorique. Hein. Bon, c'est bien d'arriver à essayer d'arriver à la comprendre, voire à la reproduire. Ensuite, alors il y a ce petit exercice, enfin ce petit résultat que j'aime bien, qui est pas compliqué, qu'on peut voir. C'est quand on regarde des intégrales comme ça, intégrales de f de t dt, mais avec des bornes qui sont pas fixes. Petit a, bon là je l'ai mis fixe, mais là j'ai un phi de x, grand phi de x. Donc il y a une borne qui varie. Par exemple, je sais pas moi, intégrale entre 0 et x carré. J'en sais rien, racine de t dt par exemple. Qu'est-ce que ça vaut?
Enfin, qu'est-ce que ça vaut? On pourrait le calculer. Mais quelle est la dérivée de cette fonction? On dirait on pourrait trouver la dérivée en calculant l'intégrale et en dérivant après. C'est vrai, bon, pour la fonction racine, parce que c'est facile de trouver des primitives de racine. Mais vous pouvez avoir des fonctions f dont on ne connaît pas de primitives. Je sais pas moi, exponentielle moins t carré. F de t égale exponentielle moins t carré. Je crois pas qu'on connaisse une primitive. De manière, comment dire, de manière explicite et qui soit pas une intégrale en quelque sorte. Donc cette formule a son utilité, trouver la dérivée de cette fonction, comment ça marche? Alors si on avait phi de x égale x, la dérivée ce serait f de x, vous êtes d'accord? Alors il faut une hypothèse f continue quand même, pour être sûr qu'on peut dériver intégrale de ax de t dt. Voilà. Donc si on avait phi de x égale x, on aurait comme dérivée f de x, et le cas général c'est cette formule f rond phi de x fois phi prime de x. Alors ça ressemble un peu à ce qu'on avait avant, hein, le giron f fois f prime qu'on avait avant, ça ressemble un peu, hein. Et c'est pas complètement un hasard, c'est même pas un hasard du tout. D'ailleurs, il suffit de regarder les démonstrations. Comment on démontre? Comment trouver la dérivée de grand G qui est là? Eh bien, on peut le voir simplement comme étant une composée, G égale grand F rond grand phi. Et grand F c'est quoi? Bah, grand F c'est une primitive de petit f en fait. Y donne intégrale de A à Y, petit f. Bon, c'est de l'intégration tout ça, hein, mais bon, bah, j'ai le droit d'en parler quand même, un petit peu. Pas beaucoup, un tout petit peu. Donc, si f est continu, f, une fonction continue, sur un intervalle AB, y est entre A et B, cette fonction, vous devez savoir que c'est une application qui est dérivable, hein, et dont la dérivée est égale à petit f. Ça, c'est des choses à savoir, hein, ce qu'on appelle une primitive. Donc ça, ok, ça c'est une primitive de petit f, hein, et quand j'applique grand phi d'abord, et après j'applique cette fonction, j'obtiens exactement le grand G, en fait. D'accord? Vous voyez ce qui se passe? Je prends x, j'envoie x sur grand phi de x, et après le grand phi de x, je le mets là-haut. Et je considère bah, l'intégrale qu'on obtient au bout du compte, celle-là. Donc grand G, écrivez les choses sur un papier, hein, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr, si ça vous paraît pas évident à visualiser comme ça, de tête. Mais grand G, c'est bien grand F rond grand phi. Grand phi supposé dérivable par hypothèse. Grand F, on vient de le dire, c'est une primitive de petit f, dérivable de dérivée petit f. Donc, dérivée de la composée, grand G' égale grand F' rond phi fois phi prime. C'est-à-dire f rond phi, phi prime. Donc voilà, pas de problème, hein. Donc vous savez maintenant dériver une intégrale dont les bornes dépendent d'un paramètre. J'aurais pu mettre ici aussi une dépendance par rapport à un paramètre. Ok? À ce moment-là, bah, on trouverait la dérivée en coupant en deux, par exemple, par la relation de Chial. Intégrale de a à phi moins intégrale de psi à a, par exemple. Si vous voulez regarder l'intégrale de psi de x à phi de x. Et puis vous appliquez donc cette formule aux deux intégrales qu'on a obtenues en coupant en deux par relation de Chial. Vous voyez ce que je veux dire par relation de Chial? Relation de Chial, c'est comme pour les vecteurs. AB plus BC égale AC. Bon, ben pour les intégrales, ça marche pareil. Intégrale de A à B plus intégrale de B à C égale intégrale de A à C. Donc, l'astuce, si vous avez les deux bornes qui dépendent de x, hein, ce serait éventuellement de couper en deux par un point quelconque dans l'intervalle AB. Et donc, vous pourrez trouver une formule générale. Si on mettait psi de x en bas, on aurait quoi? On aurait f rond phi phi prime moins f rond psi psi prime. Tout simplement. Bon, je passe. C'est peut-être pas essentiel. C'est intéressant quand même, c'est une application. Bah voilà, une application peut-être inhabituelle, je ne sais pas, de la formule de la dérivée de la composée. Après, formule de Leibniz. Alors, c'était pas démontré dans bah, voilà, dans le manuel qu'on regarde là, depuis quelques semaines, hein. Et j'avais dit que c'était intéressant, donc bah, j'ai rédigé une preuve du coup. Normalement, je la fais en amphi cette preuve, hein. Je la trouve vraiment quand même instructive. C'est plus instructif peut-être du point de vue algébrique que analytique, hein, en tant que technique d'algèbre, un peu vraiment manipulation des sigmas. Bon, vous allez voir. On va regarder ça.
On va pas y passer plus de 10 minutes, hein, de toute façon. J'espère moins. Enfin, on verra. Alors, c'est quoi la formule de Lanis? Dérivé énième du produit. On en a déjà parlé, hein. Donc, dérivé énième du produit, il y a une formule qui formellement ressemble à la formule du binôme de Newton. Si on faisait, imaginez que vous avez des puissances au lieu que ce soit les dérivées successives. Si on faisait f plus j à la puissance n, on aurait somme des CNK, f puissance n moins k, g puissance k. Ça, c'est la formule de binôme de Newton. Et donc, on a un peu formellement la même formule pour la dérivée énième du produit. C'est la somme des CNK fois la dérivée n-km de f fois la dérivée km de g. Ok. Donc j'avais dit on démontre ça par récurrence. On commence à l'ordre 1. J'ai pris n dans une étoile. Au rang 1. Bon, au rang 1, ça doit marcher, hein. Bon, vérifions. Fg, dérivée une fois. Fg', f'g plus fg'. Est-ce que ça correspond à cette formule? Faut vous habituer à manipuler sigma, hein. Ça, c'est quelque chose de nouveau, je pense, cette année, hein, par rapport au lycée. Donc, est-ce qu'on peut retrouver somme de 0 à 1 des CNK, enfin, des C1K, F1 moins K, GK? Donc, il y aura, normalement, vous devez trouver les C10 et les C11 qui apparaissent. C10, C11, avec les dérivés qui correspondent. F1 G0 et F0 G1. Or, c'est le cas. F'G, c'est F1 G0. Fg', c'est F0 G1. Alors là, il y a 1 et 1 comme coefficient. Et bon, tous les Cn0 sont égaux à 1, hein, de toute façon. C'est les CNK. Et tous les CNN sont égaux à 1 aussi. Donc ça vaut 1, ça vaut 1. Donc c'est bon. Donc ça, c'est facile, hein. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est de passer du rang n au rang n plus 1. Donc, on regarde, allons-y. Comment ça marche? J'avais dit, on va dériver, on va supposer la formule rang n, on va la dériver, quoi. Donc c'est ça qu'on va faire, effectivement. On dérive comment, là? Dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc j'ai somme des CNK fois, à chaque fois, la dérivée du produit, que j'écris ici. Donc là, on va vite, hein, mais éventuellement, vous pouvez regarder ça à tête reposée. Ce document, là, je vais le mettre sur l'épi. Ok. Bon, la dérivée de Fn-K, c'est Fn plus 1 moins K. D'accord, le F'G, en quelque sorte. Et l'autre, là, l'autre dérivé, je garde le Fn-K, je dérive ça, j'obtiens ça. Alors là, donc voilà. Donc maintenant, c'est ça la difficulté. Comment progresser maintenant? Comment progresser pour trouver la formule au rang n plus 1? Donc il faudra trouver somme de 0n plus 1, Cn plus 1k, Fn plus 1 moins k, Gk. Ça ressemble pas pour l'instant, hein. Pas vraiment. Donc il faut, comment dire, faut voir ça, on peut voir ça comme étant une espèce de polynôme. Imaginez que vous avez, c'est pas f et g, c'est x et y et c'est des puissances. Faudrait trouver le facteur du Fn-k Gk. Fn plus, oui, ou Fn plus 1 moins k Gk, puisqu'on veut regarder la formule au rang n plus 1. Alors, est-ce qu'on les a, les Fn plus 1 moins k Gk? On en a déjà ici, là, Fn plus 1 moins k Gk, de manière explicite. Vous voyez? Là, il y a des Fn plus 1 moins k Gk, facteur de Cnk. Et ça, alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'écrit pas Fn plus 1 moins k Gk, ça. Ou peut-être que si, à vrai dire. Mais il faut faire un changement variable. Si vous ajoutez 1, là, il faut retrancher un à côté. Donc, on aurait Fn plus 1 moins k plus 1. Donc, faut poser en quelque sorte. J'ai changé le nom ou pas? Non, j'ai pas changé le nom. Si, c'est là. P égale k plus 1. Oui, donc, attendez. Bon, là, j'ai pas commenté le passage de ce terme-là à ce terme-là. Justement, on a ces deux termes. Bon, on les sépare. Ça, c'est bien. Celui-là, il est bien. Pourquoi il est bien? Parce que c'est comment dire? C'est déjà factorisé avec les Fn plus 1 moins kgk comme on veut. Au rang n plus 1, il y aura, on veut des Fn plus 1 moins kgk. Ok. Donc ça, c'est bon. Mais là, c'est pas bon, parce qu'on veut n plus 1 moins k. On l'a pas. Alors qu'à cela ne tienne, on change de variable, on pose p égale k plus 1. Comme ça, le n-k, ça devient n plus 1 moins p. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Hein? Comment on peut faire ça? Bah, en fait, si on fait p égale k plus 1,
quand k varie de 0 à n, p variera de 1 à n plus 1. Mais voilà quoi, il n'y a pas de problème, hein, on a le droit de faire ça. On peut toujours écrire n moins k égale n plus 1 moins p, pour p égale k plus 1. Donc j'aurais écrit tout en fonction de cette nouvelle variable, p égale k plus 1. Vous voyez, c'est pas si simple en fait, hein, si on n'a jamais fait cette démonstration, hein. C'est peut-être pas évident, hein. On peut avoir l'idée, mais après pour la rédiger en plus, c'est pas complètement évident. Ok, alors je remplace tout en termes de p, hein, puisque je change de variable. CNK ça devient CNP moins 1, que k c'est p moins 1. Le k plus 1 devient gp. C'est ce qu'on veut. Oui, on veut des fn plus 1 moins k gk. Alors là, j'ai fn plus 1 moins k gk, on l'a déjà vu. Et là, j'ai fn plus 1 moins pgp. Bon, bah c'est pareil, p ou k, c'est la même chose, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est des indices muets. Alors ici, l'indice il varie entre 0 et n. Là, l'indice ça varie entre 1 et n plus 1. Donc en fait, il y a un recoupement entre les deux, là, entre 1 et n. Entre 1 et n, on peut regrouper les termes. Je les appelle maintenant q, pour changer. Petit q, c'est aussi bien k que p. Si vous voulez, dans cette somme-là, vous voyez, il y a deux termes binomiaux. Il y a un CNQ. Le CNQ vient de là. Et le CNQ-1 vient de là. Et le facteur, bah, c'est CN plus 1 moins KGK ou CN plus 1 moins PGP. Enfin bon, en fait, on l'appelle Q maintenant. C'est CN plus 1 moins QGQ. Bon, je sais pas si j'arrive vraiment à me faire comprendre clairement. Mais comme je vous le disais avant, l'idée c'est de trouver le facteur de Fn plus 1 moins QGQ. Par exemple, le facteur de Fn plus 1 moins 1 G1. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous regardez dans différentes sommes, là, où est-ce qu'on le retrouve, et vous vous rendez compte que vous le trouvez en deux endroits. Donc vous regroupez ces termes. Et après, il y a deux termes particuliers. Pour k égale 0, là, puisqu'il n'y a pas l'équivalent ici. Donc il est là, le terme pour k égale 0. Et le terme pour p égale n plus 1, qu'on retrouve ici. Bon, c'est quelque chose qu'il faut peut-être un peu digérer lentement. C'est pas si... Oui, c'est beaucoup moins évident que je ne l'avais annoncé, hein, quand on avait regardé la formule de Lanis la dernière fois. Bon, et pour finir, donc vous utilisez la formule du triangle de Pascal, hein. CNQ plus CNQ moins 1, rappelez-vous, c'est CN plus 1Q pour les raisons que j'avais invoquées assez longuement euh, en direct et aussi bien dans l'enregistrement que j'ai fait sur YouTube après. Donc, bah, ça nous permet d'avoir la bonne formule, hein, puisque donc là je remplace ça par CN plus 1Q et ça correspond bah, à ce qu'on veut en fait, hein. Ce terme-là, c'est le terme de la formule à l'ordre n plus 1. Sauf qu'il manque Q égale 0, Q égale n plus 1, mais Q égale 0, Q égale n plus 1, ils sont là. C'est les deux termes qu'on a sur les côtés, en plus. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y avait un CN0, c'est devenu CN plus 1, 0? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'ai le droit. De toute façon, ça vaut 1. CN0 égale 1 égale CN plus 1, 0. Tous les CN, enfin, comment dire, tous les CP0, CR0, ce que vous voulez, ils valent tous 1. De même ici, CNN, je remplace par CN plus 1, n plus 1, c'est la même chose, hein. Ça vaut toujours 1. Combien de parties a n éléments parmi n? Bah, une seule, l'ensemble total. Combien de parties 0 élément parmi n? Bon, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, ça, une partie à 0 élément parmi n. Oui, il n'y en a qu'une, c'est l'ensemble vide à la limite. Bon. Bon, de toute façon, par convention, si on veut, ça vaut. Donc voilà, on trouve la formule. Pour n plus 1, donc c'est démontré. Application, bah on a. Oui, j'en ai pas. J'aurais peut-être dû en mettre une qui soit sympa, mais on peut en trouver, hein. Éventuellement, il y avait un exercice que j'avais mentionné où on pouvait l'utiliser. Alors maintenant, c'est ça qui vous intéresse, je suppose. Et je voudrais passer un peu de temps là-dessus. Notion d'équivalent de fonction. Et pendant qu'on y est, je parle aussi des fonctions négligeables, là, les petits taux. Alors, de quoi il s'agit? Alors ça se place, on va se placer au voisinage d'un point. On dit que deux fonctions sont équivalentes au voisinage de A ou en A. Que f est négligeable devant G en A ou que f est un petit taux de G en A. Alors A c'est quoi? A peut être réel, mais c'est pas obligé. A peut être infini aussi. On parle d'équivalent en l'infini.
ou de fonctions négligeables en l'infini aussi. Alors, donc je dis I dans R bar, un point ou une extrémité de I un intervalle. Alors, ça veut dire quoi ça? Alors, un point de I, c'est un élément de I, une extrémité de I. Alors, ça peut être un élément de I aussi, si vous avez un intervalle fermé borné par exemple. Enfin, fermé d'un côté, l'extrémité peut être incluse. Mais ça peut être aussi exclu, ça peut être en dehors de I. Par exemple, R étoile, non, c'est pas un intervalle, R plus étoile. R plus étoile, 0 est une extrémité. Donc petit a n'est pas forcément dans I, grand I, d'accord? F et G sont définis sur grand I, donc pas forcément définis au point petit a. Peut-être que oui, hein. C'est pas obligé, ça dépend. Bon, alors évidemment, si A c'est plus ou moins l'infini, F et G ne seront pas définis en plus ou moins l'infini. F et G sont définis dans R, hein, sur grand I qui est inclus dans R. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction négligeable? F égale petit o de G en A. On peut écrire le petit a sous le signe égal aussi, hein. C'est quoi? Ça veut dire, en gros, ça veut dire f sur g tend vers 0. Alors là, il y a une définition un petit peu plus générale. F égale g fois une fonction qui tend vers 0. Ça évite de diviser par g, parce qu'on n'est pas sûr que g s'annule pas au voisinage de a, quoi. Bon. Donc là, il y a une définition un peu plus générale. Mais bon, après, je vous donne une définition usuelle, hein, qui est celle-là. C'est quand même vraiment quasiment tout le temps celle qu'on utilise, hein. Si g ne s'annule pas au voisinage de a, sauf peut-être au point a, hein, mais ça gêne pas, vous aurez cette condition que f sur g tend vers 0. Donc sinon, la condition générale, celle-là. Donc ça, c'est f égale petit o de g. Deux fonctions équivalentes, hein. F équivalent à g en a. Alors, ça veut dire, alors, la forme qu'on connaît habituellement, c'est celle-là. F sur g tend vers 1, au point A. Ok? Ça suppose que g, pareil, s'annule pas sur un voisinage, disons, suffisamment petit autour de A, dans grand I. Sauf peut-être au point A, encore une fois. Mais sinon, que G, disons, ne s'annule pas quand on se rapproche du point A, tout en restant différent de A. Ok, donc ça c'est la définition habituelle, disons, et ça c'est la définition un peu plus générale. Bon, on pourrait définir ces notions de fonction négligeable, fonction équivalente sur la classe des fonctions qui sont non nulles au voisinage de A, disons, par exemple. Comme ça, on arriverait directement à cette caractérisation, mais j'ai voulu donner les définitions habituelles, hein, enfin qui sont plus standards. Bon, retenez ça si vous voulez, hein, ça revient à ça, hein. En prenant des fonctions donc qui sont pas par exemple la fonction nulle, vous n'allez jamais considérer la fonction nulle dans ce genre de définition évidemment, hein. Et vous me direz c'est pas très intéressant de considérer la fonction nulle pour les questions de fonctions négligeables, fonctions équivalentes. Mais là c'est pas complètement exclu, hein. Une fonction qui s'annulerait régulièrement au voisinage de 0. J'avais donné des exemples aussi la dernière fois que où on parlait de quoi? C'était quoi? Avec les sinus 1 sur x, là, les x sinus 1 sur x. Fonction qui s'annule régulièrement au voisinage de 0. C'est ce genre de fonction un peu embêtante. On aurait du mal si on appelle f ou g, à écrire 1 sur g de x. Lorsque x se rapproche de 0, il y a toujours des g de x qui s'annulent, c'est embêtant. Bon, mais si on exclut ce genre de fonction, considère des fonctions qui s'annulent pas au voisinage du point, on a ces définitions. Ok? Voilà, continuons. Exemple. Donc il y a des exemples à l'infini en 0. Alors, x2, qu'est-ce qui est négligeable devant quoi? Bah, ça dépend si on est en infini ou en 0. Alors, en l'infini, x négligeable devant x2. X est un petit taux de x2 en l'infini. Parce que x sur x carré, vous voyez, vous pouvez diviser, il n'y a pas de problème. X carré s'annule pas au voisinage de l'infini. X sur x2, c'est 1 sur x, tend vers 0. Alors, au voisinage de 0, c'est le contraire. x2 sur x, pareil, on divise. X s'annule en 0, mais sur un voisinage de 0, quand on exclut le point 0, ça s'annule pas. Donc x2 sur x, je peux bien l'envisager pour x différent de 0. Et ça me fait x, ça tend vers 0 en 0. Donc x2 est un négligeable devant x. Bon, ça, j'espère que vous savez tous ça, hein, c'est la base, hein. Ça, c'est peut-être moins simple à voir. Log de x
c'est un petit taux de 1 sur x. On peut réfléchir une seconde, là, pourquoi c'est vrai. Peut-être revenir à la définition. En termes de je divise l'un par l'autre. Est-ce que ça tend vers 0? Le log, bon, en 0, qu'est-ce qui se passe pour le log? Il tend vers moins l'infini, hein. Et 1 sur x, il tend vers, alors, en 0 plus. Alors, j'ai pas mis 0 plus, exprès, hein. Il n'y a pas de raison, hein, parce que là, dans ma définition, je mets pas de a plus, de a moins, de quoi que ce soit. J'ai dit a, c'est éventuellement peut-être c'est une extrémité de i, donc il n'est pas forcément dans i, hein. Donc par exemple ici dans cet exemple là ici, grand I ce serait R plus étoile. Et on regarde quand même les fonctions log sur R plus étoile et la fonction x donne 1 sur x sur R plus étoile. Et à ce moment-là, ces deux fonctions f et g sont telles que f égale petit o de g. Oui, alors au niveau des notations, c'est pareil, hein. Là on a f, comment dire, là on met la fonction f, où est-ce que c'est là? Fonction f, petit o de la fonction g, et là j'écris en quelque sorte fonction f de x, enfin c'est plus une fonction, du coup c'est la valeur f de x, petit o de g de x. Bon ça c'est des abus de notation classiques, hein. Bon, on vous dit toujours de ne pas confondre fonction et valeur de la fonction, de ne pas confondre f et f de x, mais là on y va carrément, hein. Bon, ça va plus vite. Donc c'est l'habitude, on suit la pratique habituelle, on le fait. C'est pas hyper, comment dire, c'est pas hyper rigoureux en un certain sens, mais ça va beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle un abus de langage. Donc log de x égale petit o de 1 sur x, regardons log de x divisé par 1 sur x. Log de x divisé par 1 sur x, ça fait x fois log de x. Or x fois log de x en 0 plus, vous savez que ça tend vers 0, normalement. Si vous voulez, le x l'emporte sur le log. Les polynômes l'emportent sur le log, en général. Enfin, même tout le temps. Si on peut dire en termes de limite, en 0 ou en infini. Et les polynômes perdent par rapport aux exponentiels, par contre. Pareil pour les limites. D'accord? Donc ça c'est correct? Puisque log de x sur 1 sur x tend vers 0. C'est x log de x. Ok, ensuite les équivalents. Bon, ça c'est les fonctions négligeables, hein, bon. Dans les développements limités, là j'aurais pu en. Là j'en parle des développements limités après, mais je parle juste des équivalents en fait. Mais les termes consécutifs des développements limités aussi, chaque terme supplémentaire est un petit taux. Quand vous regardez un développement limité en 0 par exemple, si vous avez l'ordre n plus 1, si vous avez un terme en xn plus 1 qui apparaît, euh, c'est un petit taux, c'est un petit taux du terme précédent, quoi. Plus, enfin, à chaque fois, vous rajoutez des termes de plus en plus petits, négligeables devant les précédents, en quelque sorte. Bon, passons. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les équivalents. Sinus x équivalent à x en 0. Ça, c'est très connu, hein. Limite de sinus x sur x vaut 1 en 0. Voilà, vous pouvez faire la limite à droite ou à gauche, peu importe. Pas de problème. Pourquoi sinus x sur x tend vers 1? Donc ça, c'est vraiment impératif, c'est le B à bas, hein, les limites de fonction. Impératif de savoir démontrer ça, hein. Il y a plein de façons. Développement limité, accroissement fini. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être pas beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais bon, par exemple, accroissement fini. Sinus x sur x, c'est sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. Puisque sinus 0 vaut 0, hein. Donc sinus x sur x, c'est un accroissement en fait de sinus entre 0 et x. Donc c'est la dérivée de sinus en un point C entre 0 et x par les accroissements finis. C'est-à-dire cosinus de quelque chose entre 0 et x. Cosinus C. C indice x si vous voulez. C indice x entre 0 et x. Alors quand x tend vers 0, cosinus C indice x tend vers cosinus 0, c'est-à-dire 1. Donc c'est bien correct, sinus x sur x tend vers 1. Sinon, développement limité, sinus x, c'est x plus petit o de x. Développement limité à l'ordre 1. Donc x plus petit o de x, le tout divisé par x. Vous arrivez à suivre? Si vous prenez un papier, hein. Et bon bah comme j'ai dit, normalement je suis en train d'enregistrer, hein. J'espère que ça va marcher. Ça a l'air. Donc vous pourrez éventuellement revoir ça tranquillement, si c'est trop rapide.
Mais donc vraiment c'est important ce genre de choses, hein. Sinus x équivalent à x, ça doit pas vous surprendre. Bon ça, en plus infini, bon ça c'est à peu près évident, hein. Je divise l'un par l'autre, qu'est-ce que j'obtiens? Racine de 1 plus 1 sur x. Donc ça tend vers 1. Parce que 1 sur x tend vers 0 en plus infini. Qu'est-ce que j'ai mis là? X plus log de x équivalent à x. Hein? Pourquoi? Bah on divise. X plus log de x divisé par x. Ça fait 1 plus log de x sur x. Bon, log de x sur x tend vers 0. Donc voilà des exemples d'équivalents. Exemple général et important. Oui, il me semble très important. Prenez une fonction qui admet un développement limité à l'ordre n. En 0, hein. Bon. Après, on pourra se poser la question ailleurs. Bon, en 0. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un développement limité à l'ordre n? C'est écrire f comme la somme de deux termes, un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et puis un terme négligeable devant x puissance n, ce qu'on appelle le reste. Ça, c'est la partie polynomiale du développement limité, ou partie régulière du développement limité. Et ça, alors par abus de langage, des fois on dit c'est le développement limité. Mais bon, peu importe. Bon, la partie polynomiale du développement limité, ça c'est le reste de Taylor-Young par exemple. C'est ce qui reste quand vous avez enlevé à f sa partie régulière du DL, son DL entre guillemets, c'est ce qui reste. Alors si Pn n'est pas le polynôme nul, alors f équivalent à Pn. En 0. Puisque là on se place en 0 ici. Donc ça c'est important, hein, très important, on peut trouver des tas d'équivalents, des tas de limites. Pourquoi cette condition si Pn n'est pas le polynôme nul? Bon, on va voir dans la démonstration, hein. Bah, de toute façon, une fonction équivalente à... Alors, supposons que Pn soit le polynôme nul. C'est possible, hein. Par exemple, je sais pas, vous prenez cosinus x moins 1 à l'ordre 1. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait 0 plus petit o de x, hein. Parce que cosinus x moins 1, le premier terme non nul, ensuite, c'est moins x2 sur 2, quand on fait les développements limités. Donc, il n'y a pas de terme en x. Donc, cosinus x moins 1 à l'ordre 1, f égale cosinus moins 1, cosinus x moins 1, f de x égale cosinus x moins 1. Le P1, ce serait 0, polynôme nul. Et pourtant, cosinus x moins 1 n'est pas équivalent à la fonction nulle. Être équivalent à la fonction nulle, si on revient à la définition ici, mettez g égale 0, ça veut dire que f égale 0. Sur un voisinage de 1, hein. Oui, alors j'ai pas insisté ici, dans les définitions, c'est local, hein, cette égalité. C'est-à-dire pour un petit intervalle autour de A, intersection le grand I. Bon bref, de toute façon, cosinus x moins 1 n'est pas identiquement nul sur un voisinage de 0, hein. Oui. Bon, il faut cette condition. De toute façon, on le voit dans la démonstration. Alors, voyons la démonstration. Allons-y. C'est pas difficile. Je pense que vous pouvez faire ce genre de démonstration. Comment ça marche? Vous revenez à la définition. Pn. Alors, est-ce que Pn n'est pas le polynôme nul? Donc, Pn n'est pas nul au voisinage de 0. Pourquoi? Bah, soit Pn n'est pas nul en 0 déjà. Pn de 0 différent de 0. À ce moment-là, par continuité, Pn de x reste différent de 0 au voisinage de 0. Soit Pn de 0 vaut 0. Mais à ce moment-là, Pn de x devient différent de 0 au voisinage de 0. Pourquoi? Parce que les racines sont des points isolés, hein. Si Pn a plusieurs racines réelles, elles sont toutes distantes les unes des autres, hein. Elles ne vont pas s'accumuler, comme si on avait une limite, enfin comme s'il y en avait une infinité qui allait converger quelque part en 0. Non, c'est pas possible. Les racines de Pn sont isolées les unes des autres. Donc même si Pn de 0 vaut 0, Pn de x est non nul pour x différent de 0 et assez proche de 0. Donc je peux diviser par Pn ici. F sur Pn, ça a un sens. Pour x différent de 0. Au voisinage de 0. Donc je fais ça, f sur Pn, en x, f, donc le développement limité. Alors développement limité, petit o d'xn, je l'écris sous la forme xn epsilon de x, d'accord? Forme habituelle, hein, aussi, et qui correspond exactement à la définition, là, hein. F égale petit o d'xn, veut dire f égale xn epsilon de x. F de x égale xn epsilon de x. D'accord?
Voilà, donc f c'est Pn plus xn epsilon de x, là on a Pn de x. Et après on va simplifier en fait, on va simplifier par le terme de plus bas degré de Pn. Pas de plus haut, mais de plus bas degré de Pn. Euh, Alors on est sûr qu'il y a un terme de plus bas degré non nul, parce que Pn n'est pas le polynôme nul. Donc ça, c'est là que ça apparaît comme, aussi comme hypothèse. Déjà par le fait de pouvoir diviser hein, au départ, mais ensuite par le fait de qu'on ait un AP ici qui soit non nul. Donc P, le plus petit indice tel que AK non nul. Les AK sont les coefficients de Pn. Donc Pn, il commence, en fait, là, Pn, j'ai écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x cube, etc. Mais en vérité, il commence à APXP. Les autres sont nuls, mettons. Bon, peut-être que P vaut 0, hein, je sais pas. Hein. D'accord? Donc voilà le terme de plus bas degré. Là, il y a les autres termes, donc qui sont de plus haut degré, de degré plus grand que P. Alors peut-être qu'il n'y a rien du tout ici, à vrai dire aussi, on ne sait pas. Peut-être que juste le polynôme, c'est juste ce terme. Hein. J'en sais rien. Alors s'il n'y a rien, bah, mettons que cette somme soit nulle. Hein. D'accord? Si cet ensemble est vide, par convention, la somme vaut 0. Ça gêne pas hein, dans la suite de la démonstration du tout. Hein. On pourrait distinguer les deux cas si vous préférez. Mais franchement, ça gêne pas du tout. Donc de deux choses l'une, enfin bref, je mets le APXP en évidence là, et là j'ai des termes de. Soit j'ai rien, soit j'ai des termes de degré plus élevés. Alors ici encore un peu comme tout à l'heure, bon, on fait un changement de variable. J'ai petit k correspond à surtout les puissances de x que je regarde. Hein. Puissance de x c'est xk, k commence à p plus 1. Donc c'est x puissance p plus quelque chose. Quelque chose je l'appelle petit q. Ah, et puis j'ai simplifié en fait. Ouais, j'ai été un peu vite dans cette étape-là. En fait on factorise xp là. Il y a xp qui est là, et xp qu'on sort du sigma aussi. J'étais un peu vite, hein. J'aurais dû mettre une étape intermédiaire. Et comment dire, je simplifie par xp en haut aussi. Je factorise xp dans le xn. Alors, il manque une ligne pour que ce soit vraiment découpé en petits morceaux plus facile à assimiler. Mais l'idée donc, vous factorisez xp en haut et en bas. Donc en haut, il vous reste xn-, quand vous simplifiez après, il vous reste xn-p en haut. Et en bas, il vous reste ap, puisque j'ai enlevé ça, plus ça divisé par xp. Et avec un changement de variable, ça revient à ça. Exactement. Sauf que je me suis trompé. Il y a un truc qu'il faut que je modifie là. C'est pas n ici. Hein. C'est n-p. Il y a une erreur ici. Sur le... Bon, je modifierai ça tout à l'heure avant de mettre sur l'épi. Bon, quoi qu'il en soit, quelle est la limite quand x tend vers 0 de tout ça? Donc là, il y a 1, une constante. n-p. Alors si n égale p, ça vaut 1. Si n plus grand que p, ça tend vers 0. De toute façon, epsilon, lui, tend vers 0. Donc tout ça tend vers 0. Pas de problème. Et en dessous, eh ben, la limite, c'est ap, puisque ça tend vers 0. Hein. Donc 0 sur ap tend vers 0. Le tout tend vers 1. Donc c'est correct. Donc, vous voyez, alors le genre de. Bon, voilà, le genre d'utilisation typique. Hein. Cosinus x moins 1, c'est équivalent à son premier terme de développement limité non nul. Enfin, d'une façon générale, une fonction qui admet un développement limité à tout ordre, par exemple, est équivalente. Enfin, peu importe, bon, qui admet un développement limité à un certain ordre, est équivalente à son. En 0, vous placez en 0 par exemple, est équivalente en 0 à son premier terme de la partie régulière du développement limité qui soit non nul. Donc ici, cosinus x moins 1, c'est quoi? C'est moins x2 sur 2 plus x4 sur 4 factoriel, moins x6 sur 6 factoriel, etc. Mais en termes d'équivalent, c'est juste le premier terme qui compte. Enfin, vous pouvez rajouter les autres, hein, ça ne gêne pas. Vous pouvez dire aussi que cosinus x moins 1 est équivalent à moins x2 sur 2 plus x4 sur 4 factoriel. Hein. C'est juste aussi. Sauf que, bon, hein, probablement ça ne joue rien d'écrire ça. Vous pouvez toujours rajouter, si vous voulez, ici, vous avez deux fonctions équivalentes, vous pouvez rajouter toujours un petit taux d'une des deux fonctions.
Allez, continuons. Propriété de la relation d'équivalence. On a presque fini, hein. Je crois que c'est la fin. Ouais. Propriété de la relation d'équivalence. La relation d'équivalence est une relation d'équivalence. Bon, oui, c'est une forme d'humour, mais pas complètement. Disons que la relation d'équivalence entre les fonctions, telle qu'on vient de la définir, est une relation d'équivalence au sens de... Voilà, une relation d'équivalence, c'est une relation qui est réflexive, symétrique, transitive. Il faut encore le vérifier. J'ai pas mis de démonstration, hein. Mais si vous revenez à la définition première, par exemple, ici, f égale g phi tend vers 1. Pourquoi c'est réflexif? F égale f fois 1, constante 1. Phi, fonction constante 1. Pourquoi c'est symétrique? Si f égale g phi, après vous pouvez écrire g égale f fois 1 sur phi. Alors est-ce qu'on a le droit? Oui, parce que limite de phi égale 1, donc au voisinage de a, phi non nul. C'est clair? J'espère que c'est clair pour tout le monde ce genre de choses, hein. Si une fonction a une limite non nulle, au voisinage du point où elle prend sa limite, bon, même si c'est en l'infini, c'est pareil, hein. Au voisinage de l'infini, pour un voisinage de l'infini, la fonction, si elle a une limite non nulle, elle sera non nulle. Elle sera comprise par exemple entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Prenez epsilon plus petit que 1 et du coup ce sera non nul. Positif strict même. Ouais, je vais un peu vite sur ce genre d'exercice, mais je suis pas sûr qu'on ait passé assez de temps justement pour faire des petites choses simples comme ça. Ça c'est un manque, je pense, dans le poly d'exercice, un manque de petits exercices de maniement de limites un peu plus basiques. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est-ce qu'on en est? Ah oui, transitif, on regarde transitif. Excusez-moi, il nous reste à montrer transitif. C'est quoi transitif? F égale G phi, G égale H psi, d'accord? C'est F équivalent à G, G équivalent à H, F égale G phi, G égale H psi, donc on va remplacer G par H psi, F égale H psi phi, donc F égale H fois psi fois phi. Et psi fois phi tend vers 1, comme produit de fonction qui tend vers 1. Donc c'est à peu près évident, hein. Je n'ai pas démontré. Mais bon, parce que c'était facile, hein, quand même. Alors là aussi c'est facile, hein. F1, donc c'est intéressant ça. C'est l'intérêt des équivalents, hein, c'est pour certaines limites. Là je donne un exemple après. Calcul de certaines limites. Quand il y a des produits, quand il y a des quotients, vous pouvez remplacer les termes par des équivalents. D'accord? Vous voulez, comment dire, vous voulez vous intéresser à F1, F2. Vous savez que F1 équivalent G1, que F2 équivalent G2. Vous pouvez remplacer F1, F2 par G1, G2. Ça peut être intéressant. Si par exemple au bout du compte on trouve une limite. Parce que, j'ai pas dit, hein, mais si une fonction est équivalente à une autre et que la deuxième a une limite non nulle, alors la première fonction a la même limite, non nulle. Ça devrait, j'aurais dû le rajouter peut-être comme propriété. Voyons ça comme ça par exemple. Si limite de f sur g égale 1, que f tend vers L, g tend vers L aussi. D'accord? À moins que L soit nulle, hein. Mais pour L non nulle, si f tend vers L non nulle, peut-être qu'on le voit mieux comme ça quand même. Ici, c'est peut-être plus clair quand même ici. Mettons que, qu'est-ce qu'on a dit? F ou G, peu importe. Si G tend vers L non nul, que dire de F? G tend vers L non nul, Phi tend vers 1, donc le produit tend vers L. D'accord? Donc quand vous passez aux équivalents comme ça, si vous trouvez au bout du compte une fonction qui a une limite non nulle, ce sera la même limite pour la fonction du départ. Donc là, l'exemple justement ici l'exploite, hein, qu'on a vu dans le poly d'exercice. Donc ce qui marche pour le produit, ça marche aussi pour le quotient, à condition bien sûr, hein, que le f de G2 là, ici, ça n'annule pas au voisinage du point. Et voilà. Donc exemple, je reprends cet exemple que vous avez peut-être corrigé. Allons-y, hein. Je commence à avoir un coup de mou là. Qu'est-ce qu'on regarde? Cette chose. Alors, bon, si on ne connaît pas les équivalents, on peut corriger en faisant des développements limités, hein. C'est-à-dire, on va poser. Alors, ici, c'est en plus infini que ça se passe. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Développement limité en l'infini, on ne connaît pas. Oui,
Alors, ce que vous faites, c'est que vous posez h égale 1 sur x. Comme ça, quand x tend vers plus infini, h tend vers 0, plus. Et puis, vous allez vous retrouver une fonction de h, donc vous allez pouvoir probablement faire un développement limité en 0. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on peut traiter ça purement en termes de développement limité. D'ailleurs, c'est fait dans une correction que vous avez sur l'EPI, hein, qui avait été rédigée par Alexis Poindron. Il mettait justement les deux corrections. La correction de... comment dire il trouvait la limite avec les équivalents comme ça, et puis la limite avec les développements limités. Donc les deux marchent, hein, mais ça va un peu plus vite, je dirais. Donc, si vous êtes à l'aise avec les développements limités, pardon, avec, c'est le contraire. Enfin, oui et non, hein, parce que les équivalents, souvent, on les trouve avec les développements limités. Mais si vous êtes à l'aise avec les développements limités, vous pouvez rédiger ça comme ça. Faites attention, parce qu'il y a souvent, j'en reparlerai juste après, mais souvent il y a pas mal d'erreurs et de bêtises qui sont dites autour des équivalents. Bon, j'en reparlerai après. Des problèmes qui peuvent se poser. Mais si vous faites attention, ça peut être pratique, ça peut être une façon d'aller plus vite, surtout ça. Commodité de notation, on va dire. Alors, comment ça marche? Limite en plus infini. Alors, on a envie de remplacer, on a un produit, là, on a envie déjà de remplacer par le produit des équivalents. Équivalent infini, racine de 4x plus 1, bah, c'est racine de 4x. Hein. Le 1, il joue pas de rôle. Le 1 est négligeable devant 4x. Le 1 est un petit taux de 4x. Ouais, en plus infini. Donc on va remplacer le racine de 4x plus 1 par racine de 4x. Voilà, ici. Maintenant, là, on a le log de 1 moins ce truc là, qui est pas beau. Pas beau du tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait alors? Bah en plus infini, pareil, hein. En plus infini, qu'est-ce qui est important? Racine de x sur x. Après, on va se retrouver en gros avec du 1 moins 1 sur racine de x. Donc on va. Bon, l'idée, ça va être de faire un développement limité de log de 1 moins h, quand h tend vers 0. Log de 1 moins h. Alors, il faut savoir les développements limités. Il faut savoir un certain nombre de développements limités, hein. Je vous l'ai dit. Euh, Est-ce que j'ai une liste? Peut-être, on verra après. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut savoir? On peut répéter ici. Je peux répéter encore une fois ce que je vous demande de savoir par cœur, vraiment. Ou savoir retrouver très vite sur un brouillon. C'est cosinus x, sinus x, exponentielle x, 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 moins x, bien sûr. Log de 1 plus x, aussi, en intégrant 1 sur 1 plus x, par exemple. Et ah non, il y a 1 plus x puissance quelque chose. 1 plus x puissance alpha, par exemple, qu'il faut connaître aussi. Bon, en particulier, il faut connaître log de 1 plus x ou log de 1 moins x. Il faut savoir les retrouver, en tout cas. Bon, c'est facile. En tout cas, l'équivalent, il est simple, hein. C'est log de 1 plus quelque chose est équivalent au quelque chose en question. Donc, en 0. Log de 1 moins h équivalent à moins h. Donc là, étant donné que ça tend vers 0, quand x tend vers l'infini, puisqu'il y a du racine de x sur x, eh bien, on peut comment dire, euh, log de 1 moins h équivalent à moins h. Donc log de 1 moins ce truc qui tend vers 0 est équivalent à moins la chose en question. C'est-à-dire moins racine de x plus 1 sur x plus 2. Voilà, donc vous remplacez racine de 4x plus 1 par son équivalent racine de 4x. Vous remplacez log de 1 moins cette fonction u de x par moins u de x, étant donné que cette fonction u de x tend vers 0. Et après, vous continuez, ça c'est équivalent racine de x sur x, parce qu'on exploite ça, hein, le fait qu'on puisse diviser les équivalents, en quelque sorte. C'est clair ou pas? Ça équivalent à ça équivalent à ça, donc ça sur ça équivalent à ça sur ça. C'est bien ça, hein? F1 équivalent G1, F2 équivalent G2, donc F1 sur F2, F1 sur F2 équivalent G1 sur G2. Ça équivalent ça, ça sur ça, sur ça, ça sur ça. Bon. Bref. Après, le x il simplifie partout, il reste moins, il y avait un moins racine de 4, moins 2. Donc on y est. Bon, je sens qu'on va arrêter après, hein, je termine ça. Peut-être, ouais, éventuellement évoquer ce dont on va parler après, rapidement. Mais bon, alors, donc attention là, donc moi j'aime pas trop parler des équivalents en général. Là, je le fais cette année parce qu'il y a une demande générale, non seulement de votre part, mais aussi de certains chargés TD qui aiment bien ça, apparemment.
pense à Philippe Sylvestre et Françoise Timsit, pour ne pas les nommer. Euh, Ok, donc on en parle cette année. Faites attention. Faites pas n'importe quoi avec les équivalents. Notamment, vous additionnez pas. C'est pas parce que F1 équivalent G1, voilà, F2 équivalent G2 qu'on aurait F1 plus F2 équivalent G1 plus G2, par exemple. C'est complètement faux. Bon, voilà, un exemple simple. 1 plus x équivalent à 1 plus x2 en 0. Pourquoi ça? Bah, parce que les deux fonctions tendent vers 1. Ça se tend vers 1, ça se tend vers 1. Bon, donc le rapport des deux tend vers 1, hein, pas de problème. Moins 1 équivalent à moins 1. Bah oui, c'est la même fonction. La relation d'équivalence est réflexive, hein. Moins 1 sur moins 1, ça tend vers 1. Mais quand vous additionnez, qu'est-ce que vous obtenez? X et x2. X n'est pas équivalent à x2 en 0. Ouais? Pourquoi il y a des tas de messages avec la théorie des jeux, etc. Le truc qui apparaît, je comprends rien du tout. Bon, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais donc n'additionnez pas les équivalents. Autre chose, ne composez pas les équivalents. Ce qu'on a fait là-bas, c'est une espèce de composition, mais dans l'autre sens, on compose à droite en quelque sorte les équivalents. C'est-à-dire, on part de x qui part vers l'infini, on applique cette fonction-là, on obtient une fonction u de x qui tend vers 0, et c'est après qu'on prend les équivalents, c'est encore autre chose. Et là, par exemple, on voudrait passer aux équivalents à gauche, c'est-à-dire on a deux fonctions équivalentes, et puis mettons on passe à l'exponentielle, ou bien la racine, ou bien au log, que sais-je. Et bien ça, vous n'avez pas le droit. Donc exemple, x équivalent à 1 plus x en 1 plus infini, oui, vous regardez les termes du plus haut degré, hein, pas de problème. Mais si je regarde les exponentielles, est-ce que c'est vrai encore? Bah, exponentielle x, est-ce que c'est équivalent à exponentielle 1 plus x? Bah, exponentielle 1 plus x, c'est exponentielle 1 fois exponentielle x. Donc ça va pas. Si vous divisez l'un par l'autre, il vous reste un exponentielle 1. Vous voyez? Ça et ça, faites le quotient, ça vous fait 1 sur e. Ça divisé par ça. Donc ça tend pas vers 1. Donc les deux fonctions sont pas équivalentes. Ben voilà, bon, j'espère avoir clarifié un petit peu cette question-là de qu'est-ce que c'est qu'un équivalent. Et en passant aussi qu'est-ce que c'est que les fonctions non négligeables. Bon bah on se reverra la semaine prochaine sinon. Et on va parler peut-être. Donc on reparlera un peu des développements limités. Je voudrais qu'on parle un peu des. Bon, en fait, il n'y aura pas de grosses notions de cours de nouvelles, je crois qu'il n'y en aura même pas du tout. Mais quand même, ça vaudra le coup de venir, je pense, pour revoir un peu des choses sur les développements limités, puis aussi sur les études de fonctions peut-être. D'accord? Bah, je vous remercie. Bah, si vous voulez continuer, si vous voulez poser des questions par écrit, vous pouvez, je reste là. Mais je vais arrêter l'enregistrement là tout de suite et je le mettrai sur l'épi après. À bientôt!